société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-François. Vous allez bien? Merci vous-même. Oui, je vais très bien, merci. On va commencer cette chronique avec, c'était dans le Devoir plus tôt cette semaine, je pense que c'était lundi, un sentiment d'appartenance là, qui est chancelant chez les immigrants. En fait, les immigrants qui sont de plus en plus nombreux à s'identifier au Canada plutôt qu'au Québec. Oui, en fait, c'est pas tellement surprenant. Pour ceux qui se souviennent, Jacques Parizeau, ce grand homme d'État qui nous a quittés il y a pratiquement une dizaine d'années bientôt, nous avait averti lors de l'époque de la Charte des valeurs en 2012. Il disait aux souverainistes du Parti québécois qui est au pouvoir, alors c'était le gouvernement de Pauline Marois, il dit faites bien attention là, parce qu'avec votre Charte des valeurs, lui était absolument contre. Avec votre Charte des valeurs, ce que vous allez faire, c'est d'envoyer les immigrants dans le camp fédéraliste. Or, très clairement, c'est ce que l'étude qui a été rédigée par Bilodeau et Turgeon, qui sont deux universitaires crédibles et sérieux, c'est ce que l'étude confirme essentiellement, c'est que depuis les 10 dernières années, du fait de la Charte des valeurs, du fait de la loi 21, de façon les plus névralgiques possible, ces mêmes lois ont en quelque sorte amenuisé l'appartenance d'immigrants vers l'espèce de nation québécoise essentiellement et les a poussés, si on peut dire, vers une appartenance plus importante face au Canada. Voilà. Et bon, c'est une tendance lourde aussi. C'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on pouvait lire dans cet article du Devoir. Là. Oui, absolument. La tendance est lourde. Et puis, bon. Évidemment que le Québec peut bien affirmer son identité. Je pense que nous sommes très clairement là, un peuple, une nation de 8 millions d'habitants, ce qui est très, très peu. Ceci dit, reste à savoir comment on le fait. Et dans ce cas-ci, de toute évidence, il y a des immigrants, puis moi je suis d'accord avec eux là-dessus, qui se sont sentis visés, qu'on a tiré certains droits. On a serré la vis à des endroits qui, par mon sens, ne le méritaient pas. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre eux se disent, moi, je suis pas nécessairement bienvenu ici. Et je pense qu'on peut voir le verre à moitié plein aussi, Jean-François, en se disant, à la base, puis c'est ce que l'étude démontre, lorsqu'ils débarquent ici, les immigrants ont une appartenance importante de façon générale, évidemment on généralise, là, face à la nation québécoise. Suffit, ceci dit, de les intégrer, disons, gentiment. Voilà. Sinon, il est question, ça on en a parlé aussi un peu plus tôt cette semaine, et c'est intéressant de revenir là-dessus, le gouvernement Legault qui a détourné en quelque sorte 940 millions de dollars qui étaient destinés aux étudiants. C'est une aide fédérale qui devait aller dans la poche des étudiants, mais qu'on a plutôt investi ou injecté dans le Fonds des générations. Ça, c'est assez grave, en fait. Et on a vu le ministre des Finances hier qui était très, très fâché de la chronique de Michel Girard et qui est sorti sur Twitter en disant ceci. Pour les étudiants qui s'intéressent aux faits et qui veulent s'informer, regardez ici, moi, je vous dis que nous avons un des régimes de prêts et bourses les plus généreux en Amérique et blablabla. Et ce à quoi le chroniqueur Girard, qui était clairement attaqué dans sa crédibilité, a répondu à très juste titre. C'est pas vraiment la question de savoir si on a le régime le plus généreux ou pas. La question, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez fait avec les 940 millions qui étaient destinés à cet effet-là? Vous les avez envoyés où? C'est ça la vraie question. Or, évidemment, le ministre des Finances n'a pas voulu répondre à cette question qui est, somme toute, la plus importante, très clairement. Et c'est pas la première fois non plus, Jean-François, que le gouvernement Legault détourne des fonds. Rappelez-vous la fois où, en pleine pandémie, le gouvernement fédéral avait transféré un peu plus de 600 millions au Québec pour ventiler les classes des écoles, notamment primaires et secondaires. Cet argent-là, a disparu. On n'en a plus jamais entendu parler. Ce qu'on sait, par contre, c'est que la ventilation ne s'est pas effectuée en conformité aux dons, ou en fait plutôt à la subvention, au transfert fédéral, ce qui est franchement problématique. Et pour terminer, ce n'est pas par contre la première fois que le gouvernement du Québec fait le coup au gouvernement Trudeau. On se rappellera un certain Jean Charest dans une élection en 2007, si ma mémoire est bonne, où, après avoir chialé pendant un bout de temps sur les transferts fédéraux, Stephen Harper, qui voulait nécessairement aider le Parti libéral du Québec à remporter l'élection, avait transféré un truc comme 700-800 millions, encore une fois, et Jean Charest avait utilisé ces sommes-là pour accorder des baisses d'impôts relativement modestes. Et ça, moi, on m'a dit que Stephen Harper, depuis cette même
anecdote, a refusé de parler intelligemment à Jean Charest. Et si on se souvient bien, à la dernière course au leadership du Parti conservateur, Jean-François, Stephen Harper a appuyé bec et ongle Pierre Poilievre en y allant de coups de matraque assez sévères sur la tête de Jean Charest. De ce que je comprends, ceci est en partie dû à ce même événement. Oui, voilà. Et il semble-t-il que Stephen Harper avait la mémoire longue et qu'il ne lui a jamais pardonné. On verra si Justin Trudeau a la mémoire est aussi rancunier que Stephen Harper à l'endroit du gouvernement Legault là-dessus. Et c'est assez ironique, et on terminera là-dessus pour ce sujet. C'est assez ironique parce que les libéraux, l'opposition libérale, justement, vilipende le gouvernement Legault pour ce détournement de 940 millions de dollars. Mais sauf que, bon, ils ont déjà joué dans ce jeu-là et dans ce film-là également. Bon, on ne peut pas y échapper. À chaque semaine, chaque nouvelle accusation pour Donald Trump. Cette fois, il est accusé de complot contre la démocratie. Et ce qui ne change pas aussi, c'est qu'à chaque fois, c'est une accusation de plus en plus grave qui lui est imposée, mais ça ne semble en rien faire bouger, disons, l'échelle ou l'aiguille de sa popularité. Jean-François, ici, bon, quelques petites remarques. La première, c'est que je maintiens ce que je vous ai déjà dit. Donald Trump ira en prison. C'est une question de temps. Ça, c'est le truc numéro 1. Je maintiens, je ne recule pas. Le truc numéro 2, par contre, c'est que Donald Trump, en lui-même, ou le Trumpisme, si vous aimez mieux, est un cas d'école pour ceux et celles qui étudient la science politique. Moi, j'ai fait ma maîtrise en Sciences Po et j'aurais aimé la faire ces jours-ci. Puis je pense que je l'aurais faite exclusivement sur Donald Trump et son phénomène. Comment se fait-il que plus un individu se fait ramasser par le pouvoir policier, probablement sous peu par le pouvoir judiciaire, avec des accusations excessivement lourdes, excessivement graves et excessivement symboliques aussi. Ici, là, on parle pas de peanuts, là, on parle d'attaques orchestrées contre le Capitole, d'attaques contre la démocratie américaine. Et le Capitole, on le sait, c'est la maison du peuple. Alors, comment se fait-il qu'ils réussissent encore à aller chercher davantage de points dans les sondages en ce qui a trait à la chefferie républicaine? Ça, pour moi, c'est absolument spectaculaire. Et puis, on sait que les Américains sont très frileux côté ordre, côté sécurité, à juste titre ou non, ça c'est selon. Mais reste que quand on sait qu'un ex-président, d'une part, a lancé une attaque formelle contre ce même Capitole et qu'en même temps, il est parti avec des boîtes de documents classifiés top secret, incluant la recette du nucléaire qui apparemment voudrait-il la vendre à l'Iran ou autre. Je ne peux juste pas croire que pour des infractions comme celle-là, qui sont excessivement détaillées par la preuve, on parle encore d'hier, c'est une requête de 45 pages. 45 pages, c'est très, très long pour une procédure. Il faut y écrire, il faut qu'il y ait des trucs, il faut qu'il y ait de la preuve. Même chose encore davantage, alors peut-être plus grave encore dans le truc des documents confidentiels. Donc, comment se fait-il que ce gars-là réussit à s'en sortir aussi facilement? Et hier, avant-hier, il avait annoncé les nouvelles accusations en disant, près de procureur, ce cinglé va m'accuser à telle heure, vous allez voir. Et puis, comment se fait-il qu'ils ne m'ont pas accusé avant? En d'autres termes, c'est un test, et je finirai là-dessus, Jean-François, un test spectaculairement important pour la démocratie, pour l'État de droit aux États-Unis, mais aussi en Occident. Oui, et en fait, il se présente comme un martyr, puis ça fonctionne. De toute évidence. D'autres ont essayé avant lui sans beaucoup de succès, par contre. Donc, moi, c'est ce bout-là qui me fascine. Oui, mais, et on terminera là-dessus, effectivement, mais Richard Etu écrit dans la presse, on ne peut guère imaginer une accusation plus grave à l'encontre d'un ancien président des États-Unis qui tente de surcroît de retourner à la Maison-Blanche. Oui. Et là-dessus, je vais vous entendre parce qu'il me semble avoir lu ça quelque part. Vous l'avez dit encore une fois, vous êtes certain qu'il ira en prison. La question, c'est de savoir ce sera quand. Est-ce qu'il peut quand même continuer de se présenter à la présidence, même s'il aboutit en prison? Ben oui, techniquement, la réponse, c'est oui. Moralement, la réponse, c'est non. Oui, mais la morale... Moralement, la réponse est non, puis elle est donnée depuis longtemps, cette réponse-là, si vous voulez mon avis, c'est-à-dire depuis au moins 2016. Mais techniquement, oui, il peut demeurer en poste. Et là, le danger, c'est que s'il parvient à devenir président, qu'est-ce qu'il va tenter de magouiller avec les accusations auxquelles il fait déjà face?
en d'autres termes. Ah, on l'a vu, puis d'ailleurs, il s'est ramassé là, quand il a tenté d'appeler la Géorgie essentiellement en disant trouvez-moi tel nombre de votes supplémentaires. Je veux dire, mais c'est de la fraude, c'est même pas subtil. Et on l'entend, là. Il y a une preuve formelle là-dessus. Donc tout ça pour dire, est-ce que ce gars-là est à ses premières phrases? Évidemment pas. Est-ce que ceci va l'empêcher d'agir de façon telle s'il était réélu un jour président des États-Unis? Faut croire que non, parce que la recette lui est archi profitable au moment où on se parle. Oui, voilà. Et puis, il va probablement, c'est Nicolas Saint-Pierre qui nous disait ça en début d'émission, il va passer son prochain mandat à s'auto-gracier, finalement. Et c'est pas parce qu'on... J'ai rien ajouté. Chapeau à Nicolas, tu es là. Voilà. Et c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Frédéric Bérard, toujours un plaisir. Oui, c'est ça. Toujours un plaisir de vous parler. Merci. Très réciproque. À bientôt. Bye.